Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va passer une heure ensemble, en fait, à regarder une présentation, en fait, simplement, à propos de la COVID-19. J'aurais le goût de vous dire, en fait, plus un peu l'état, en fait, de la santé mentale, en lien un peu avec la situation actuelle de la société, potentiellement la deuxième vague. Puis, j'aurais le goût d'ajouter peut-être à ça, en fait, le sentiment de fatigue, en fait, généralisé qu'on voit, qui est en train de s'installer un peu, là, euh, justement, à l'égard de ces vagues-là, puis à l'égard d'un peu de toute l'adaptation, puis les changements, en fait, qu'il y a eu, l'adaptation de laquelle il a fallu qu'on fasse preuve, en fait, là, pour réussir à se rendre euh, au moment où on est actuellement. Euh, je vais avancer tranquillement dans la présentation. Mon nom, c'est Jacques Codin-Larose. Je vais vous accompagner. Je vous dis tout de suite, en fait, là, je pense plus par souci intellectuel. J'étudie en psychologie. Si je ne vous dis pas ça, ça va peut-être avoir l'air bizarre tantôt. Donc, je vous donne cette information-là. Maintenant, dans la présentation, ce qu'on va faire ensemble pendant une heure, on va regarder en fait la notion de stress prolongé, potentiellement qui devient éventuellement du stress chronique. En fait, l'idée, très simplement, euh, puis on va y revenir dans le fond dans la perspective au cours de la présentation. Le stress est une pression en fait qu'on a, qu'on vit dans un contexte où on doit s'adapter, où on vit des inquiétudes, des peurs. On peut aussi se référer des fois à de l'anxiété. Il y a des nuances qu'on peut mettre entre du stress et l'anxiété, mais la finalité, des fois, en termes d'usure et de poids, va se ressembler énormément. Donc, au travers un peu de la présentation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu les signes, les symptômes d'épuisement qu'on peut ressentir un peu au travers de tout ça. Puis regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre résilience, s'assurer que c'est plus facile pour nous, en fait, de passer au travers, en fait, la période qui s'en vient, puis atténuer un peu l'effet du stress, évidemment, dans le contexte où il y a encore de l'incertitude, puis il y a encore énormément de bouleversements, puis de changements, dans le fond, là, dans le monde tel qu'il est actuellement. Donc, évidemment, pour aller avec les objectifs, on a au programme, en fait, une liste de petites choses là, qu'on peut, au travers desquelles on va penser. Donc, un peu la notion de la COVID, la santé mentale, après ça, les signes du stress, peut-être le définir, reconnaître un peu c'est quoi l'épuisement professionnel, le poids qui vient avec. Évidemment, les facteurs de risque, l'épuisement, puis des stratégies, éventuellement, évidemment, pour faire quelque chose avec, parce qu'un des objectifs qu'on a, ultimement, c'est juste d'être capable de, évidemment, s'en sortir, passer au travers, peut-être de la meilleure façon possible. Donc, une fois qu'on a regardé ça, je vous lance tout de suite un peu, dans le fond, avec la notion de la santé mentale. C'est-à-dire que dans le fond, la crise actuelle, avec, bon, là, évidemment, là, elle vient avec une pandémie, là, nous met dans une situation dans laquelle on a perdu nos repères. Puis dans le fond, quand on perd nos repères, évidemment, il y a toutes sortes d'éléments qui viennent avec. Puis la peur et le manque d'information vont générer, évidemment, de l'inquiétude, de l'anxiété, puis ils vont générer une espèce de tension, une espèce de poids, en fait, dans la vie des gens. Et la demande énergétique, en fait, pour réussir à changer, pour réussir à s'adapter, en fait, à tous ces bouleversements-là, nous amène, dans le fond, à vivre, évidemment, du stress. Et là, l'ensemble de tout ça, avec ce poids-là, peuvent générer, dans le fond, en usure, en pression, des problématiques de santé mentale qu'on peut voir apparaître, comme justement de l'anxiété, de la dépression ou d'autres troubles psychologiques. On regardera, dans le fond, très simplement, il y a des études qui sont sorties qui font en sorte qu'on est capable d'identifier ou de mettre en lumière, en fait, là, un peu de prévalence ou des critères, dans le fond, là, qui sont apparus au travers de tout ça. Tant au Canada qu'aux États-Unis, il y a des études qui sont sorties qui sont très intéressantes, qui nous permettent justement de voir l'effet que ça a. Justement, en parlant de ça, très simplement, dans le fond, là, deux études. Une des premières, en fait, là, qui est nommée en haut ici, on voit en fait qu'une des choses qui est en train de se creuser, c'est l'écart, en fait, entre les sexes. Sur le poids, en fait, que ça a. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de femmes, en fait, qui souffrent en ce moment d'anxiété, d'inquiétude, ou, pardonnez-moi, de solitude, je devrais dire, en fait, là, si je veux me fier, évidemment, là, aux détails de l'étude de façon sincère. Puis après ça, dans le fond, c'est le poids de ça aussi, et bon, je vous dirais, le réparti dans d'autres sphères. Fait que quand on regarde, en fait, l'étude, ce qu'on voit, c'est que, on parle des parents d'enfants de moins de 18 ans à cause
des retours à l'école. Puis les jeunes adultes aussi, des fois, là, il y a un poids qui vient avec. On pourrait essayer de comprendre pourquoi. Là, évidemment, bon, c'est pas noté dans l'étude là, ou dans le résumé de l'étude qu'on a ici entre les mains, mais on comprend que ce poids-là, dans le fond, à cause des modifications de la société, puis à cause des réajustements qu'on a besoin de faire, vient affecter certaines personnes, évidemment, plus que d'autres. C'est un peu ce qui est mis en lumière, en fait, dans ces deux études-là qui viennent du Canada. En contrepartie, si on regarde nos voisins du Sud, le CDC, en fait, là, qui s'occupe en fait des maladies infectieuses aux États-Unis, fait aussi des études pour voir un peu l'effet, dans ce cas-ci, de l'épidémie, de la pandémie du coronavirus. Une des choses qu'on voit et qui est marquante, en fait, voire très inquiétante, il y a plus de 40 %, puis même quand on l'additionne, on peut monter presque à 50 % de gens, dans le fond, qui sont interrogés. Puis là, on parle de un peu plus de 5000 répondants. Là. Fait que quand on parle de entre 40 et 50 % de 5000 répondants, c'est énorme. De gens qui vivent en fait des symptômes de troubles anxieux ou en fait des problématiques de dépression. À partir de ce moment-là, c'est cette grosse tranche-là vient mettre en lumière le fait que les gens sont en détresse, en fait. Puis là, on est capable aussi de voir qu'en dessous de cette détresse-là, évidemment, comme c'est une espèce de pyramide, le poids réel qu'il y a, mais quand il y a 10 % des répondants qui ont envisagé le suicide, c'est énorme, en fait. C'est un chiffre qui fait peur, à la limite, parce que dans le fond, on vient mettre en lumière vraiment le poids réel, puis la peur puis l'anxiété que les gens ont dans le contexte. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que prenons au sérieux, en fait, l'état dans lequel on est. Fait que la fatigue qu'on vit est réelle, puis l'état dans lequel on n'est pas les seuls à le vivre, en fait, de façon très simple. Fait que quand on regarde autour, on peut avoir l'impression que les gens vivent ça de façon différenciée, mais je vous dirais que de façon générale, en ce moment, les gens, on est fatigués, puis il va falloir prendre sur nous et aussi de trouver une façon de prendre soin de soi, puis peut-être justement de regarder autour pour prendre soin des autres. C'est une des raisons pour lesquelles on va passer du temps ensemble. Maintenant, on va se lancer directement dans la notion un peu de stress, le changement, la transition. On a vécu beaucoup d'affaires dernièrement, là. Je pense que ça va être important de réussir à décortiquer ces informations-là. Dans le fond, la courbe que vous voyez en ce moment à l'écran ressemble un peu à une courbe de deuil, en fait, là, mais ultimement, dans le fond, là, qui est un modèle qui existe là, de William Bridges, qu'on est capable d'identifier. Maintenant, voici ce que je veux vous montrer de cette courbe-là, de ce chemin-là. Quand on parle de conclusion ici, en fait, très simplement, ce qu'on voit, c'est que c'est comme la fin de quelque chose. Puis là, dans ce cas-ci, mais là, quand il est arrivé l'ensemble des situations, dans un changement, dans une transition, il y a un point zéro. Puis le point zéro, ultimement, c'est le moment où les choses basculent. Et là, à partir de là, la première réaction, en fait, que les gens vont avoir, évidemment, dans une perspective où ce qu'on vit, évidemment, c'est un choc qui est négatif. Okay? Fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'on va vivre du déni, de la peur, de la colère, de l'anxiété. Et ce choc-là, dans le fond, va se transiter éventuellement dans le temps. Cette période de cette courbe-là, va venir avec une période, en fait, puis des temps. Maintenant, quand on regarde et qu'on l'explore, ce serait facile de vous dire que le changement puis la transition qui viennent avec va se définir justement dans le temps si ça ne perdure pas. Okay? Donc, à partir du moment où il y a une fin puis qu'après ça, on est en mesure de s'adapter, mais là, oui, il va y avoir une phase d'exploration dans laquelle on va être désorienté. Et ultimement, dans le fond, dans laquelle on va passer beaucoup d'énergie à essayer de se réorganiser. Ce que ça fait, c'est que l'ensemble de cette énergie-là, cette exploration-là, cette fatigue-là qui vient avec le temps qu'on prend pour être capable de se réorganiser, nous mène dans une espèce de creux de fatigue. Maintenant, l'état dans lequel on est en ce moment, c'est comme si je vous disais, on a un peu passé ça, mais là, avec la deuxième vague, on a un deuxième coup, puis on va le voir dans les prochaines diapos, là, en fait, c'est que les choses se sont empilées. C'est un peu comme si je vous disais, on est arrivé à la fin de l'été, puis on était en train de sortir de la désorientation puis du gaspillage de l'énergie, mais à l'arrivée, du moins à la fin de l'été, puis au retour à l'entrée scolaire, ce qui s'est passé, c'est que l'espèce d'enthousiasme, l'acceptation, la confiance qu'on avait à repartir, en fait, simplement, ce que ça a fait, c'est que ça nous a tout simplement fait replonger dans le contexte avec une nouvelle vague un peu d'incertitude qui finalement perdure, puis vient nous user, en fait, énergétiquement.
Donc, je vais partir avec cette information-là maintenant. Je vais aller dans les prochaines diapos. Fait que là, on a dans le fond ni plus ni moins que ce que je vous disais quand je vous parlais de stress, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la courbe, là, si je fais la référence avec la diapo précédente, on a une période de choc où est-ce qu'il vient d'arriver dans le fond quelque chose. Le stress augmente, on est en période où est-ce qu'on s'adapte. Avec le stress, dans le fond, de l'événement, la situation elle-même, l'énergie n'est pas là. Si j'inverse la courbe, ce que ça fait, c'est que là, on est dans le creux de la vague. Et là, on remontait quelque part, si la courbe est inversée. Et là, ce que ça va faire, c'est que normalement, on aurait été capable de se replacer quelque part vers la fin de l'été. Puis on aurait eu une zone de récupération. Ça, c'est dans un monde normal ou un monde traditionnel. J'aurais le goût de vous dire parfois avant. C'est-à-dire que dans le fond, il y a des moments où ça faisait ça, puis là, en ce moment, par contre, ce qui est en train de se passer, ça a plus l'air de ça. Donc là, ce que ça fait, assez simplement, c'est qu'au lieu d'avoir vécu, tu sais, dans le fond, les dernières affaires, bien, le monde qu'on connaissait ou le monde qu'on a vécu, d'une certaine façon, allait en vague, mais les vagues n'avaient pas le temps de retomber complètement, que déjà, il y avait de nouvelles vagues ou des nouvelles choses qui se passaient. Ce qui fait que, dans le fond, tous les points culminants se sont empilés. Dernièrement, la société, au niveau corporatif, quand on regarde, en fait, l'ensemble des affaires qui se passaient, c'est un monde qui est un peu effréné. C'est-à-dire que, dans le fond, on n'a pas le temps de se remettre des affaires, que des fois, il y a des nouvelles affaires qui arrivent, des nouveaux changements organisationnels, des nouvelles circonstances, d'autres affaires. C'est comme si tout s'accélérait un peu, mais s'intensifiait aussi un peu dans le temps. Maintenant, ça nous amène quelque part, dans le fond, au mois de mars où on vivait une période où est-ce que finalement, il y a eu l'annonce, la COVID, on a eu une période de l'été, on a voulu redescendre, est arrivé l'automne, et là, c'est reparti, puis là, on est en train de remonter, en fait. Là. Et là, on est dans cette espèce de vague-là, OK? Maintenant, je ne veux pas être pessimiste. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est fort probable que ces vagues-là perdurent un certain temps. Mais ce qu'il faut, c'est que pour être capable de récupérer, il va falloir aller essayer, du moins autant qu'on est capable, et c'est un de mes objectifs aujourd'hui d'essayer de vous mettre ça un peu en lumière, réussir à aller prendre les creux de vagues puis les descendre le plus possible pour être capable de favoriser la récupération puis s'assurer que le stress redescend assez, finalement, pour qu'on soit capable de bien passer au travers de l'ensemble de la situation. Le stress n'est pas que négatif. Là, je vous parle comme si le stress était juste négatif, loin de là. Dans le fond, c'est une perspective que je vous offre ici, là, qui est assez simple. C'est-à-dire que dans le fond, quand on ne vit pas de stress, ou du moins, c'est un peu comme si je vous parlais en termes d'activation. Il n'y a pas d'énergie qui vient avec. Ce que ça fait, c'est que, dans le fond, ultimement, on peut être ennuyé, en fait, quand on ne vit pas de stress du tout. Et là, ce que ça fait, c'est que défini comme ça, ben, si j'ai plus ultimement de demandes que j'ai en fait de ressources, je vais finir par être paniqué. Parce qu'à ce moment-là, le stress va augmenter. Fait que dans le fond, dans le même axe, c'est un peu comme si je vous disais, dans le fond, ici, j'ai une série de demandes, puis ici, j'ai des ressources. Et si les demandes ici dépassent les ressources que j'ai, éventuellement, je vais tomber en panique. Et si à l'envers, dans le fond, les demandes que j'ai sont plus basses que les ressources que j'ai, bien, je suis en zone d'ennui ici. Et là, ce que ça va faire, c'est qu'il faut trouver une espèce d'équilibrage, en fait. Mais là, pour le moment, ce qui arrive, c'est que l'énergie qu'on a pour faire face aux affaires, en fait, n'est pas là. C'est comme si la base même, en dessous, de laquelle on se sert pour s'adapter, c'est comme si elle n'existe plus en ce moment. C'est un constat. La majorité des gens, en fait, qui travaillent en santé mentale ou les gens qui travaillent en santé que j'ai croisés, à qui j'en ai parlé, arrivent un peu à ce constat-là aussi. Là. On est arrivé à la fin de l'été dans un état qui n'était pas le bon. C'est-à-dire que, dans le fond, si je regarde dans les années passées, un cycle normal, à la fin de l'été, les gens sont généralement ressourcés, arrivent à l'automne et sont prêts à faire face, dans le fond, à l'automne qui s'en vient, la baisse de la température, la baisse de la luminosité. Puis on s'est fait des réserves quelque part dans l'été qui nous permettent de se rendre en décembre de façon décente. En sachant très bien qu'à toutes les années, dans le fond, les mois de novembre sont plus difficiles, c'est des mois plus gris, la luminosité descend, notre corps, il faut qu'il s'adapte. Tout le chiasme optique qui vient réguler, dans le fond, notre sommeil, nos cycles de sommeil, ainsi de suite. Il y a plein d'éléments qui viennent affecter, en fait, notre santé. Mais normalement, le fait qu'on s'est fait des réserves, qu'on s'est ressourcé dans l'été, vient nous aider à passer au travers de cette période-là. À l'heure actuelle, force est de constater qu'est-ce qui se passe.
C'est pas ça. On est arrivé à la fin de l'été. La majorité des gens, en fait, quand on posait des questions, les gens qu'on a croisés, quand on regarde, les gens ils étaient fatigués déjà. Et là, on est rentré dans le fond dans l'automne, avec encore peut-être autant d'incertitudes, avec peut-être justement des inquiétudes, des repères qui n'étaient plus là, des repères qui existaient les années d'avant. Et là, ce qu'il a fallu qu'on fasse, c'est que dans le fond, en entrant dans ça, il a fallu qu'on essaie de se préserver. Et là, on est rendu au mois de novembre. Et là, malheureusement, ce qui arrive, c'est que les réserves, on ne les avait pas. On n'a pas plus de détails. Il y a encore de l'incertitude, il y a encore de l'inquiétude. Puis tout ça vient faire en sorte qu'en ce moment, l'énergie ne l'ayant pas, ça ne prend pas beaucoup de stress pour qu'on passe au travers, dans le fond, nos ressources. Et là, dans ce cas-ci, nos ressources étant aussi, dans le fond, nos ressources énergétiques et non pas juste notre capacité à y faire face. C'est une espèce de mélange entre les deux. Maintenant, ce que ça fait, essentiellement, c'est que quand on va bien, bien évidemment, on est dans une zone optimale. Tous les éléments qui sont là, quand on regarde, dans le fond, autant sur le plan physique, émotif, intellectuel ou comportemental, c'est des éléments qui sont positifs. Quand on est, je vous dirais, dans de bonnes dispositions. Maintenant, quand on n'est pas dans les bonnes dispositions, si on est en ennui parce que dans le fond, finalement, ça ne se passe pas, je ne pense pas que c'est le cas actuellement, mais ce n'est pas impossible qu'il y ait des gens en ce moment qui soient sous-activés pour différentes raisons. Mais généralement, ce que, évidemment, vous voyez, c'est assez négatif. Là. On a l'impression que finalement, l'utilité des choses perd un peu son sens. Là, fait que c'est la vie, comment on perçoit les affaires, notre investissement. C'est pour ça qu'on voit du cynisme, de l'apathie, on est fatigué à rien faire, on procrastine, on a tendance à critiquer, ça ne sert à rien. On a le temps de critiquer, ultimement. Mais si je m'en vais dans l'autre sens, et là, dans le fond, il va falloir trouver une façon de se ramener aussi peut-être. L'objectif, c'est d'éviter de tomber en mode panique, d'être débordé à un point tel qu'on perd la confiance qu'on a ou qu'on aurait, qu'on est capable de faire face à ce qui se passe. Okay? Donc, à partir de ce moment-là, mais c'est sûr que si le mode panique embarquerait, ce que ça fait, c'est que là, à ce moment-là, on se trouverait à tomber agité, peut-être avec des troubles de sommeil. Ce sont des exemples sur le plan physique. Il y en a toutes sortes d'autres qu'on pourrait mettre là. Sur le plan émotif, évidemment, ce sont des symptômes ou des signes, en fait, qu'on peut retrouver éventuellement dans des problématiques de santé mentale ou en situation de détresse. C'est des éléments qu'on va ressortir. Il y a une panoplie d'autres éléments qui sont là. Okay? Maintenant, l'ensemble de ces éléments-là nous donne une idée de l'état dans lequel on est. Fait que si je m'en vais plus dans une zone où je vis des problématiques, ça veut dire que tranquillement, pas vite, je commence à me sentir dépassé. Plus j'en ai, bien, plus je peux être inquiet. Sachant que le stress, à la base, en fait, s'il est négatif, ce que ça fait, c'est qu'on vient mettre en fait de la cortisol et de l'adrénaline dans le système. Ce sont deux des principales hormones. Il y en a toute une série d'autres, en fait, des hormones qui favorisent la récupération, qui favorisent aussi le fait qu'on veut justement rentrer en contact avec les gens, aller chercher de l'aide. Il y a toute une série d'hormones qui viennent avec, au-delà de ça. Maintenant, les deux premières, quand on parle de stress, quand on dit cortisol et adrénaline, l'adrénaline, très simplement, augmente le fonctionnement du système. La majorité des gens le savent. Malheureusement, il y a des gens qui ne savent pas ça. L'adrénaline a aussi pour effet d'augmenter, d'accentuer, je devrais dire de décupler en fait, comment les émotions fonctionnent. C'est-à-dire que dans le fond, si je suis heureux et j'ai de l'adrénaline dans le système, je ne suis pas heureux, je suis euphorique. Si j'ai peur puis j'embarque de l'adrénaline, je n'ai pas peur. J'ai une crainte qui est épouvantable, qui est presque insurmontable ou qui devient, dans le fond, complètement déraisonnable. Et ce n'est pas parce que l'événement est différent, mais c'est juste parce que l'adrénaline vient teinter, en fait, la charge émotive. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, dans le fond, en vivant du stress, il y a toute la portion de la cortisol, dans le fond, qui vient, dans le fond, nuire au système immunitaire, qui vient nuire, dans le fond, au cœur à long terme, qui va nuire aussi à la création des neurones ou à la régénération des neurones. Toute la cortisol a un effet, en fait, sur le corps. Mais il y a aussi l'effet de l'adrénaline qui, quand je le mets ensemble, ce que ça fait, c'est que ce qu'on voit comme étant de la peur, finalement, devient complètement déraisonnable. Ce qu'on voit comme étant de l'anxiété devient complètement déraisonnable. Et là, dans le fond, on voit des comportements qui sont décalés, qui sont exagérés apparaître. On le voit dans la population, les gens réagissent en extrême. La crainte, le manque d'information fait ça. Puis à ce moment-là, quand on tombe stressé avec l'adrénaline, avec la cortisol, c'est le genre de réaction qu'on peut voir aussi. Évidemment, il y a toutes sortes d'autres mécanismes qui amènent là, mais c'est quelque chose qu'on voit quand le stress embarque.
Maintenant, si le stress vraiment reste et perdure dans le temps, et là, c'est un effet sur la santé, en fait. Donc, ce n'est pas juste le décalage des émotions, c'est vraiment votre santé qui va faire en sorte ou qui peut être le plus affectée. OK? Je vous amène à ce stade-ci dans la notion d'une, là, on va dire maladie mentale, mais je veux faire attention parce que dans le fond, cet axe-là de la santé mentale a été développé à l'origine par, de mémoire, là, Osiris et par le gouvernement du Canada, éventuellement a été récupéré par la Commission de la santé mentale du Canada. On parle en fait de bien-être à aller jusqu'à, évidemment, en termes de risque, là, à être malade. Et là, dans le fond, c'est plutôt que de voir en fait la maladie mentale comme étant, dans le fond, une cassure ou une problématique, en le voyant comme un axe, ça devient un axe exactement comme un axe de santé physique. Donc, ultimement, quand on est dans une bonne santé mentale, ce qu'on cherche, puis en fait, quand vous regardez ces éléments-là, on comprend qu'il va y avoir des impacts au niveau affectif, au niveau social, au niveau du fonctionnement. On comprend aussi qu'il peut y avoir des impacts après ça, dans le fond, purement psychologiques par rapport à la personne, sa capacité de concentration, les différents éléments cognitifs qui viennent avec. Je vous dirais que quelqu'un qui est en bonne santé mentale, quand on parle de santé mentale ici, là, quand on prend cette première portion-là ici, j'ai 3 critères, en fait, qui me permettent de savoir que quelqu'un va bien. La première, c'est est-ce que la personne est capable d'avoir une vie interne, qui a un minimum de bon sens, qui est capable de vivre avec elle-même, de fonctionner, de vivre du bonheur, d'être seule, d'apprécier de lire un livre. Est-ce que la personne est capable? Ça, c'est mon premier. Okay? Donc, une vie interne, une vie psychologique. On est dans le fonctionnement de la personne elle-même par rapport à elle-même. Mon deuxième axe, ce serait tout simplement de vous dire, est-ce que la personne est capable d'entretenir des relations de qualité, d'avoir du plaisir, de rentrer en relation, d'entretenir des relations avec les gens. Puis je suis obligé de vous dire qu'en ce moment, avec la distanciation sociale, je sais que c'est un des éléments qui est affecté. Ce qui fait qu'il va falloir, dans le fond, y porter une attention particulière. Mais c'est un des critères de la santé mentale, c'est-à-dire que dans le fond, si on est capable d'entrer en relation et d'entretenir des relations de qualité par défaut, ça facilite la santé mentale, mais c'est aussi un des éléments qu'on voit, c'est que quand la personne est comme ça, c'est parce que ça va bien. Le troisième morceau, en fait, que je vous donne, puis là, on va avoir un peu les 3 morceaux duquel on peut découler toutes sortes d'autres choses. Mon troisième morceau, c'est ce que la personne est capable de s'investir dans sa vie, de fonctionner. Fait que là, d'une façon très simple, s'investir au travail, apporter un rendement, s'investir dans un OBNL, faire quelque chose de sa vie pour avoir l'impression de participer à quelque chose. Donc, vraiment, purement d'une perspective de fonctionnement. Maintenant, quand je regarde, en fait, ces 3 critères-là, on peut les découper, puis à partir du moment où un de ces 3 éléments-là est affecté, ou un de ces 3 éléments-là est affecté, ce que ça va faire, c'est que là, on est capable de voir que tranquillement, pas vite, la personne s'en va vers la portion de la détresse. Donc, ultimement, elle va tomber en réaction, potentiellement en danger, et éventuellement, peut-être même malade. OK? Fait qu'on est capable de regarder ça avec un peu ces trois lunettes-là. Puis les éléments, dans le fond, vont venir nous aider à pondérer le poids, en fait, au travail. L'épuisement professionnel, prenons en fait le morceau que je viens de vous donner. La personne a de la difficulté à s'investir parce que la charge devient trop lourde. Dans le temps, le stress, le poids, ce que la personne a vécu, cette surcharge-là a usé la personne. Et là, ce qu'on voit en termes d'épuisement professionnel, ultimement, c'est que parce que ça s'appelle épuisement professionnel, la portion professionnelle, en fait, de la vie de la personne a épuisé la personne à force de surcharge. Donc, ultimement, on parle de conditions exigeantes au niveau émotionnel qui sont constantes au travail, là, qui peuvent finir par ébranler un peu comment on est, puis nous tasser dans l'axe pour nous amener dans une période à risque, ou dans une zone à risque, en fait. Tout ça, évidemment, on parle de stress, anxiété, urgence, il y a un poids qui vient avec. Maintenant, d'une perspective d'épuisement professionnel, on arrive à un bout où, à un moment donné, on ne se sent plus capable de faire avec ce qui se passe.
Donc, une notion d'impuissance, de désespoir qui embarque. Et là, dans le fond, c'est comme si la personne, elle décroche. On n'est plus capable. Donc là, c'est comme si on s'en va dans l'axe de tantôt, dans l'espèce de continuum de tantôt. Je m'en vais dans la portion malade de l'histoire. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que ce que ça va faire, c'est que ben là, l'épuisement professionnel, quand il va être, si jamais c'est le cas, quand il va être diagnostiqué, ce qui arrive, c'est qu'on s'en va directement à un endroit où la personne elle a besoin après ça de prendre du recul, du repos et ainsi de suite, parce que l'élastique est étiré. Là. On n'est plus capable. Okay? Ça ne fonctionne plus. Maintenant, pour prévenir ça, okay? Je viens de vous parler d'un élastique. Je vous présente quelque chose, en fait, assez simplement. Il y a les demandes de la vie, en fait, puis il y a la position qu'on occupe, de façon générale. OK? Je prends une position, puis je me dis, bien, en fait, moi, de la position que j'ai, je pense que dans la vie, le travail que j'ai choisi, ce que je veux faire, là où je m'en vais, est en lien avec qu'est-ce que j'aime. J'ai mis autour de ma vie des éléments qui correspondent à qui je suis. Puis là, ben, je marche dans une direction à partir de là. Puis là, ce qui arrive, c'est que, tranquillement, pas vite, la situation entre la direction que j'ai choisi de prendre puis la situation qui m'est présentée par la vie de façon générale. Puis là, je vous le mets très large parce que je ne veux pas y mettre d'objet ou de nom. Il y a un décalage entre les deux. OK? Maintenant, cet écart-là, ici, fonctionnellement parlant, ce que ça fait, c'est que s'il y a un écart entre ce que la vie me présente, puis là où je pense que ça devrait aller, de vivre en tension avec cet écart-là, ça me nécessite forcément une dose d'énergie. Puis je suis en train, dans le fond, d'être capable. Je suis toujours en train d'essayer de me réajuster ou de tirer un peu sur l'affaire pour être capable de le ramener ou pour être capable de rester à ma place. Fait que c'est comme si je suis tout le temps un peu en tension parce qu'il y a un décalage. C'est très rare que quelqu'un est 100% en phase dans sa vie. C'est très rare qu'il n'y ait pas un peu de décalage entre ce qui arrive à quelqu'un et ce que la personne pense qu'il devrait y arriver. En général, ce qu'on voit, c'est que 80% du temps, il y a un petit décalage. Il nous arrive des affaires. Maintenant, quand on vit une vie épanouie, qu'on est bien, on est heureux dans notre contexte, ce que ça fait, c'est que le décalage, il ne presque pas. Maintenant, plus ce décalage-là est grand. Fait que si je m'en vais, puis pour vrai, il est arrivé quelque chose, puis la vie m'amène à une place où vraiment le décalage est trop grand. Ce que ça fait, c'est que là, j'essaie de garder la position que je pense que je suis censé d'avoir. Je ne m'adapte pas nécessairement pour être capable de suivre, dans le fond, pour diminuer le décalage. Bien, cette pression-là augmente. Et là, ce que ça fait, c'est que dans le fond, ultimement, je m'use. Et là, je peux venir à l'épuisement. OK? Fait que là, si je prends cet exemple-là, maintenant, d'une façon très simple, quand on va regarder, en fait, les éléments qui vont favoriser, dans le fond, de prévenir l'épuisement, ce sont les éléments qui vont nous permettre de soit s'ajuster pour être capable de ramener des éléments, dans le fond, dans la ligne dans laquelle on veut être, nous, de s'ajuster, puis de transférer de ligne, puis de s'en aller ailleurs, ou sinon, l'autre élément qu'on va faire, c'est de réussir à temporairement faire diminuer le stress du décalage parce qu'on est en train de décrocher, décompresser, et ainsi de suite. Fait que quand on regarde, dans le fond, discuter de la carrière avec votre superviseur, représentant du service des ressources humaines ou quelqu'un qui peut être là, qui peut vous aider, on est en train de dire, bien, peut-être que le chemin dans lequel tu veux aller, puis le chemin dans lequel tu es, c'est pas le bon. Puis peut-être que si tu veux aller là, ce que ça va prendre, c'est que dans le fond, dans un système, on va se ramener un peu à côté parce qu'ici, il y a un poste qui existe qui semble être plus dans la ligne de ce que tu veux faire. Maintenant, ça, c'est une portion. Maintenant, des fois, la ligne, c'est une ligne de vie de façon générale. Fait que des fois, tout ce qu'on a besoin, c'est d'être capable de vivre du bonheur, dans le fond, dans un contexte pour diminuer la charge. Fait que les joies hors travail, les réalisations personnelles qui nous amènent à dire, OK, quand même si je suis en décalage dans certains contextes ou dans certains environnements, je réussis quand même à réaliser des choses au niveau personnel. Je réussis à m'impliquer quand même. Il y a des choses qui mènent quelque part dans ma vie. J'ai une utilité. Je ne suis pas juste en décalage tout le temps. Prendre du temps pour soi, c'est de prendre du temps pour se récupérer. Fait que dans le fond, j'enlève d'une certaine façon une portion du stress qui fait que quand je reviens, même si je suis en décalage, je suis plus apte, dans le fond, à faire face à ce qui se passe parce que je suis moins usé à ce moment-là. Puis à la fin, aller chercher du soutien, bien, c'est ni plus ni moins que d'aller chercher des ressources pour être capable de, justement, nous aider dans un contexte.
On arrive à peu près à la moitié de la présentation à ce stade-ci, avant de tomber dans les stratégies concrètes. Est-ce qu'il y a des questions, dans le fond, simplement? OK. Je trouve toujours ça intéressant quand les gens, la majorité des gens me disent qu'il n'y a pas de questions. J'ai deux choix. C'est soit que je suis très clair ou que je suis plate à mort. Je ne sais pas lequel des deux. Ceci étant dit, ça me fait plaisir. Je vais continuer. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, vous me faites signe en chemin. Je vais essayer d'attraper les commentaires aussi au fur et à mesure. Donc, en stratégie concrète, maintenant, vous allez voir, on va passer un peu au travers de ces éléments-là. Fait que dans le fond, on va se concentrer sur, on va regarder qu'est-ce qu'on peut contrôler. C'est quoi notre zone d'influence? Notre façon de penser, une bonne façon de penser pour faire face aux événements, parce qu'il se passe, c'est quoi? Après ça, bien évidemment, les relations. Les relations sont super importantes, on va y revenir, puis je le sais que c'est quelque chose qui est affecté actuellement. Puis on sait que c'est important parce que dans le fond, les endroits où on va voir, dans le fond, là, les problématiques de santé mentale, quand ils ressortent, souvent, c'est les endroits où les gens s'isolent. Maintenant, une des choses aussi, au travers de tout ça, c'est qu'on sait qu'à partir du moment où ce qu'on veut, c'est être capable de prendre soin de soi, bien, il y a deux façons de le voir, en fait. Puis là, avant de tomber dans les stratégies, je vais vous remontrer peut-être une dernière petite chose. On dit prendre soin de soi physiquement ou émotionnellement. Dans le fond, c'est la qualité de l'élastique qu'on a pour faire face aux affaires, qui, dans le fond, ultimement, est une belle analogie pour démontrer un peu de la résilience. OK? Fait que voici ce que je vous montre, en fait, là. Une autre image, encore une fois, assez simplement, mais que, dans le fond, vous allez reconnaître la courbe que je vous ai présentée au départ, au début. OK? Vous avez décidé de prendre une direction, vous marchez sur une ligne de toit. Il y a un vent de côté qui arrive, puis ce vent de côté-là fait que vous dégringolez. OK? Maintenant, vous essayez de vous retenir. L'écart, encore une fois, entre la dégringolade et l'endroit où vous êtes parti, cet écart-là, ultimement, vient ajouter une pression sur vous. Ce que ça fait, c'est que toute la dégringolade, c'est de la gestion du stress et de la résistance au stress. Vous êtes en train d'essayer de vous retenir. Donc, il y a un effort qui est fait. Cette résistance-là est forcément influencée par votre capacité à être capable de l'absorber. Donc, ultimement, votre santé physique, votre santé émotionnelle, la force de l'élastique, la résilience que vous avez développée, et ainsi de suite. Je m'en vais dans une deuxième partie. Vous êtes descendu, vous n'avez pas chuté complètement, on reste en mouvement. C'est le principe de la résilience. On remonte tranquillement pour retourner en haut de la ligne de toit. Si la première partie par là, c'est de la résistance au stress, de la gestion du stress. La deuxième partie ici, pour remonter, se repositionner, se replacer, c'est la capacité d'adaptation qu'on a. Et dans le fond, dans la capacité d'adaptation, là, on a les éléments qui sont avant, quand on parle de zone d'influence, façon de penser, les liens qu'on a, le soutien qu'on a des gens vont nous aider à nous adapter. Donc, c'est un peu les deux portions sur lesquelles on peut travailler. OK? Maintenant, concrètement, quand on va tomber dans le détail de ça, ce que ça fait. Graphique très simple, zone d'influence. Des fois, on n'en a pas. Des fois, on en a. Puis des fois, on en a un peu. Le principe même, en fait, c'est que plus on se concentre sur quelque chose sur quoi on n'a pas d'influence, plus on a l'impression qu'on perd le pouvoir qu'on a d'intervenir dans notre propre vie. À partir de ce moment-là, ce que ça fait, c'est que dans le fond, toute la pensée devient négative, puis on n'est pas dans le fond dans des bonnes dispositions. Ce qui fait que dans le fond, la notion de la zone d'influence, ultimement, ce que ça va faire, c'est que des fois, il y a des choses à propos desquelles il faut lâcher prise. Il faut être capable de justement prendre du détachement, prendre du recul. Puis il y a des éléments dans lesquels on peut regarder des fois pour être capable avec un peu de créativité. On n'a peut-être pas du contrôle sur tout. Puis j'aurais le goût de vous dire, en général, par expérience, peut-être, là, je pense qu'on n'a pas tant de contrôle pour vrai sur plein d'affaires, mais je pense qu'on a à peu près toujours du contrôle sur qu'est-ce qu'on fait avec, comment on deal avec, comment on réussit à s'ajuster face à. C'est-à-dire qu'il y a plein d'affaires que je ne contrôle pas, il y a plein d'affaires sur lesquelles je n'ai pas le choix, puis qu'à la fin, ben, dans le fond, ça arrive pareil. Mais qu'est-ce que je vais faire avec? Comment je vais me sentir? Ça, peut-être que j'ai plus de contrôle dessus. Ce qui fait que si, à la place de me concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur, je me concentre sur comment je deal avec, puis comment moi, je réussis à m'en sortir, puis qu'est-ce que je fais, peut-être que je suis en train, dans le fond, d'avoir un focus qui est au bon endroit. OK? Ultimement,
vous voyez un peu maintenant de décortiquer. Ça fait un peu ça. Fait qu'on dit non-respect des règles, distanciation sociale, j'ai pas de respect, j'ai pas de contrôle sur ça. La quantité de papier d'hygiène au magasin, on en rit maintenant. On comprend que ça fait partie d'une espèce de panique, mais ultimement, c'est comme ça. La durée de la pandémie, on n'a pas le choix. Ça va arriver. À un moment donné, il y a des choses qui vont se passer. Maintenant, il y a un paquet de choses sur lesquelles j'ai du contrôle. Là. Je peux faire le tour, en fait, là, les actions d'autrui, ce qui va arriver, les motivations. Maintenant, dans les choses sur lesquelles j'ai plus de contrôle, soit partiellement ou beaucoup, en fait, prendre un congé des actualités, on comprend que c'est important d'être informé, mais peut-être qu'on n'a pas besoin d'être informé à chaque jour. Peut-être qu'on peut être informé 1 ou 2 fois par semaine, ça peut être assez. Pendant une période, peut-être qu'après ça, on peut revenir. C'est des choses qu'on peut faire, en fait, assez simplement. Là. Ma bienveillance, ma civilité. Je vous fais le constat suivant, en fait. Là. J'ai vu, au début de la pandémie, en fait, 2 comportements, 2 traits ressortir avec la pression. J'ai vu des gens qui agissaient vraiment avec beaucoup plus de civilité et de bienveillance, puis même de respect. Puis j'ai vu des gens qui étaient complètement à l'envers de ça. Mais globalement, je suis obligé de vous dire que personnellement, quand je regardais aux gens, il me semble avoir vu plus de gens, dans le fond, qui étaient courtois, des gens qui étaient quand même assez respectueux. J'ai vu quand même, puis là, peut-être que depuis le début de la pandémie, il y a eu avec la pression, il y a eu des modifications de ça. Mais au départ, j'ai vu des éléments de civilité ressortir, des éléments de courtoisie ressortir. C'est des choses sur lesquelles on a une incidence, c'est des choses sur lesquelles, dans le fond, si on les maintient, ce que ça fait, c'est que de façon générale, la société va mieux. Maintenant, une fois que ça s'est dit, la seule raison pour laquelle je ferais ça, c'est parce que moi, dans le fond, ce que je vis au quotidien, c'est que si les gens sont courtois à mon égard, puis je suis courtois à l'égard des gens, ma vie va mieux. Donc, ultimement, si on le fait pour soi, déjà, c'est pour la bonne raison. Maintenant, il y a plein d'éléments comme ça qu'on peut regarder. L'objectif, c'est de vous entourer d'éléments qui sont plus positifs, ne serait-ce que parce que vous posez les bons gestes, puis à la fin de vous concentrer sur ce sur quoi vous contrôlez, en fait, ce que vous contrôlez vraiment. Parce que si vous vous concentrez sur ce que vous ne contrôlez pas, ça ne fonctionnera pas. Il y a quelque chose qui ne marchera pas dans le temps. Maintenant, les pensées saines. C'est intéressant, on vit de la distanciation sociale. Je vais vous dire de vous distancier des pensées qui sont malsaines. Le stress est généré généralement avec les pensées et la perception qu'on a d'un événement. Puis j'aurais le goût de vous dire que vous contrôlez vos émotions beaucoup plus qu'on pense, puis que peut-être qu'en fait, c'est vos pensées que vous ne contrôlez pas. Dans des milieux de travail, souvent, un des exemples en fait que je donne aux gens, puis prenons une espèce de recul, en fait, là. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous croisez votre patron dans le corridor, puis il vous dit « Je veux te parler 2 minutes ». Si vous êtes normalement constitué, vous allez passer en revue les 48 dernières heures, peut-être la dernière semaine, puis vous allez essayer de vous trouver quelque chose à vous reprocher, parce que vous avez l'impression que c'est ça qui est en train de se passer. Ça prend une fraction de seconde pour vrai. Maintenant, si vous trouvez quelque chose à vous reprocher, ce qui va arriver, c'est que vous allez vous préparer un argumentaire. Puis tout ça va se faire très, très rapidement. Là. Puis là, vous allez suivre la personne, vous allez rentrer dans son bureau. Puis là, il va se passer une affaire qui va ressembler à ça. Vous allez ouvrir la porte, rentrer dans le bureau, fermer la porte, dire à la personne « En tout cas, je m'excuse pour hier. » Et là, la personne va vous regarder, elle va dire « C'est intéressant, mais c'est pas de ça que je voulais te parler. » Ça a pris une fraction de seconde, puis les pensées sont parties dans une direction qui n'était pas la bonne. Et vous avez vécu une panoplie d'émotions dans le contexte qui était aussi décalée, mais en fait qui était juste à l'image des pensées que vous aviez. Quand il arrive des éléments comme ce qui se passe en ce moment dans la société, ce qu'on vit au quotidien, les changements, la quantité d'adaptation qu'on a besoin, nos pensées puis notre cerveau est construit pour nous protéger en fait des dangers. Il est construit pour nous protéger en fait de ce qu'on juge qui va nous faire mal, d'un contexte de malaise, de quelque chose qu'on va vivre qui n'est pas la bonne affaire. Quand notre patron nous dit « Je veux te parler 2 minutes », il n'y a personne qui aime ça se faire reprocher quelque chose. Fait que je veux me protéger de tout ça, fait que je me défends avant que ça arrive. En ce moment, le poids fait en sorte qu'on veut se défendre de choses qu'on ne sait même pas si c'est vrai, qu'on s'en va dans toutes sortes de directions. C'est les pensées qu'on ne contrôle pas. Mais si on avait un peu plus de regard sur nos pensées, ce qui arriverait, c'est que les émotions qu'on vivrait seraient beaucoup plus positives, foncièrement moins décalées, puis les choses se passeraient franchement vraiment mieux. Maintenant,
Ça, c'est une façon de le faire. L'autre chose aussi, essentiellement, on va se concentrer sur le moment présent. Une des nuances importantes, puis je vais toujours me souvenir de cet exemple-là, en fait, d'une chercheure de l'Université de Montréal qui avait décrit le stress de la façon suivante en disant la nuance entre du stress et de l'anxiété. C'est une image, en fait, que je vous partage là. La personne avait dit, en fait, c'est super simple, vous marchez dans le bois, vous arrivez face à face avec un ours, vous êtes stressé. Vous marchez dans le bois, vous êtes convaincu qu'il y a un ours, vous êtes anxieux. La différence, c'est qu'il y en a un des deux qui est dans votre tête et l'autre qui est vrai. La raison pour laquelle je vous dis ça à ce stade-ci, c'est quand on se concentre sur le moment présent, puis qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, mais pas autour de nous socialement, puis pas dans la perception ou dans la projection, mais vraiment concrètement, les affaires qu'il y a autour. L'anxiété, c'est quelque chose qui ne peut pas exister dans le concret. Donc, de se concentrer sur le moment présent, c'est quelque chose qui, des fois, ce que ça va faire, c'est que ça va juste nous permettre de vivre les stress au moment où ils arrivent, mais de ne pas rajouter au stress des contextes de l'anxiété en plus. Après ça, dans le fond, aussi, des fois, ce qui va arriver, c'est qu'en modifiant et la perception puis en vivant au moment présent, des fois, je vais déconstruire à peu près les deux. OK? Mon troisième morceau, l'acceptation radicale. Il y a des choses qui changent, puis il y a des choses qui sont complètement hors de notre zone d'influence. Puis là, après ça, bien, il n'y a rien que je peux y changer, puis la vie change plus vite que les gens, généralement. Puis des fois, pour être capable de se ramener dans un chemin qui est celui que la vie nous présente, des fois, il faut être capable de faire des bonds, faire des sauts. Et pour être capable de faire ça, des fois, ce qu'il faut faire, c'est le fameux lâcher-prise, l'acceptation radicale va aller avec. Il n'y a rien que je peux faire pour ça, ça ne me donne rien d'y penser. Je décolle ma pensée de là, je vais faire d'autres choses complètement. Je vais changer ça parce que ça me fait juste m'apporter du malheur. Puis tout ce que je fais, c'est vivre mal dans le contexte. Fait que maintenant, évidemment, pour faire ça, il faut être compatissant. Parce que des fois, on a accepté ou on voulait vivre dans un modèle en particulier, dans un monde en particulier. Donc, ce que ça va faire, essentiellement, c'est pardonnez-vous. Soyez bon envers vous-même. Votre estime de soi est importante. On a tendance à se dénigrer. Des fois, on a l'impression que ce qui nous arrive, c'est à cause de ce qu'on a fait. Ou on dit, ouais, mais moi, j'ai toujours voulu ça, puis là, on y tient. Puis après ça, quand on réalise que ce n'était pas la bonne affaire, des fois, on a de la misère à se pardonner, en fait. Arrêtons de se juger trop sévèrement. L'erreur existe. On peut se tromper, autant dans nos pensées que dans nos gestes. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'une des choses les plus, je dirais, essentielles dans ça, c'est qu'à partir du moment où on fait la démarche, puis ça va prendre une dose de respect pour être compatissant vraiment, pour que les affaires se passent bien, en fait. À ce stade-ci, on a fait les premiers morceaux. Une des choses qui me semble essentielle, évidemment, c'est qu'à partir du moment où on veut commencer à réfléchir, en fait, à qu'est-ce qui se passe autour de nous, être conscient de notre environnement, on va s'en aller vers des notions de pleine conscience. Gratitude, on parle de méditation, pour être capable de justement surmonter le stress et ainsi de suite. Je vous fais part d'une étude, en fait, qui a été faite par Mathieu Ricard. Il y a quelques années de ça, déjà, là, le temps passe très vite, en fait. Là, je pense que ça fait 2 ou 3 ans, son dernier livre. Il écrit un livre, en fait, puis il était capable de prouver que des gens qui méditent depuis quelques années, en fait, la cartographie du cerveau a tellement changé que les chemins qui mènent à la zone dans le cerveau qui génère le stress n'existent plus. Donc, quelqu'un qui médite assez souvent, assez longtemps, puis depuis assez longtemps, évidemment, là, la cartographie, en se modifiant complètement, ce que ça fait, c'est qu'elle en vient à un point où c'est difficile même de devenir stressé au quotidien parce que, dans le fond, les chemins existent à peu près plus dans le cerveau pour générer le stress. Donc, c'est quelque chose que je vous invite, en fait, à faire, ne serait-ce que pour votre état général, puis justement, de se pratiquer à vivre au quotidien, vivre au présent, dire merci. On parle de gratitude, dire merci, réussir à... C'est un état, en fait, qui est à la fois positif. On oublie ce qu'on a. C'est un état qui est positif, mais ce n'est pas un état qui est décalé mentalement. C'est pas du positivisme avec une licorne. Là. On n'est pas là. Okay? Fait que dans la gratitude, on est dans quelque chose de positif, mais de très sain aussi. Maintenant, en pleine conscience, respiration consciente,
la concentration, être capable de focusser aux bons endroits, faire descendre l'attention. Je viens d'avoir un petit commentaire dans le chat aussi en même temps qui me fait sourire. Effectivement, quand on vit dans un monde positif, des fois, on voit des licornes. Très simplement, j'ai 2 filles, je les aime beaucoup. C'est le fun des mondes avec des licornes, mais on comprend que c'est pas nécessairement ça toujours qu'est-ce qui se passe. C'est pas nécessairement ça la vie. Maintenant, qu'est-ce que la journée a apporté de bon? C'est juste d'être capable de prendre le temps d'apprécier les affaires. OK? Après ça, bien évidemment, les mots d'appréciation. Quand on dit merci, créer des relations, dire merci, c'est ça en fait. Là. OK? Donc, à partir de ce moment-là, bien évidemment, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on veut, c'est ramener en fait de façon générale un état de bien-être mental et psychologique, en fait. Les connexions sociales. L'affaire qui est à peu près le plus affectée en ce moment. OK? Il y a tout un paquet d'affaires dans ça, en fait, là, en termes de relations, de cercles. Quand on parle de fréquenter virtuellement des personnes, d'organiser des rendez-vous, de réussir à s'en sortir, de s'aider mutuellement. Je vous donne 2 paramètres, en fait. Les bonnes relations se construisent toujours en regard de ces 2 paramètres-là. Le premier, c'est la présence. Le deuxième, c'est le temps. C'est-à-dire que dans le fond, pour être en bonne relation avec quelqu'un, il faut être présent pour la personne. Puis là, présent, ça ne veut pas nécessairement dire être présent physiquement. Ça veut juste dire être disponible, s'assurer que la personne elle sache qu'on est là pour elle, être là pour l'autre. C'est ça la présence, en fait. Parce que quelqu'un peut être à côté de moi pendant 1 an, puis si je ne parle pas, je ne suis pas présent pour la personne. Donc, être présent, c'est de démontrer de l'ouverture, vouloir être avec la personne. C'est ça la présence. Et la qualité de la présence influence la relation. Puis ma deuxième variable, bien, c'est la quantité de temps qu'on va passer dans cette relation-là aussi l'influence. C'est les 2 variables qui sont les plus importantes, puis je vous dirais que la présence est plus importante que le temps aussi. Parce que des fois, la présence, si elle est de bonne qualité, des fois, elle va compenser beaucoup pour pas beaucoup de temps. Mais les 2 ensemble font vraiment de belles relations. Moi, je vous invite à regarder en fait les relations que vous avez autour de vous en ce moment. Lequel des 2 est le plus à défaut? Est-ce que c'est la présence? Est-ce que c'est juste le fait de dire à quelqu'un, mais écoute, si jamais tu as besoin, je suis là pour toi. Puis, je peux-tu compter sur toi si jamais j'ai besoin? T'sais. Juste ça, c'est de ramener, dans le fond, le premier paramètre. Après ça, le deuxième, mais prenez donc le temps de le faire, le téléphone. Prenez le temps de vérifier sur, justement, une plateforme d'échange vidéo, que ce soit Zoom ou une autre, peu importe. Est-ce que les gens, juste pour leur parler, les voir, prendre du temps avec les gens. Okay? Vraiment, ces 2 éléments-là. Les médias, c'est très rare qu'ils donnent des bonnes nouvelles. Là, je vais toujours me souvenir, à Radio-Canada, une fois, un journaliste m'avait dit en farce, qui est une vieille farce probablement qui vient d'ailleurs, mais il m'avait dit « Une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, elle est toujours accompagnée d'un journaliste. » C'était dans le contexte où ça s'est passé, puis vous comprenez un peu l'idée, là, c'est correct de se tenir informé, mais à consommer juste de l'information journalistique, à un moment donné, ce que ça fait, c'est que ce qu'on voit, c'est beaucoup les affaires qui sont négatives. Et là, ce que ça fait, c'est que ça nous met, par défaut, dans un état qui n'est pas nécessairement le bon parce qu'on a l'impression que tout est pire que ce qui se passe. Maintenant, je suis obligé de vous dire que vos pensées et vos émotions sont collées. Par défaut, ce que ça fait, c'est qu'à partir du moment où ce que vous consommez, c'est négatif parce que c'est beaucoup de nouvelles négatives, mais vos pensées sont négatives. Donc, vos émotions ne sont pas nécessairement positives non plus. Okay? Donc, de prendre si vous voulez, une distance de temps en temps, c'est pas mauvais. OK? Maintenant, des stratégies pour prendre soin de soi-même. Les éléments qui sont là, je vous en parlerai pas énormément. Il y a plein de gens qui sont capables de vous en parler aussi. Des habitudes quotidiennes, stables. Ça facilite en fait la quantité de changements qu'on est obligé de vivre. Je vous dirais simplement en fait là, que dans le contexte, avec toute l'adaptation qu'on a besoin pour que les affaires marchent, je sais qu'une des choses qui est affectée, c'est justement le poids que toute cette adaptation-là nous demande. Et s'il y a des choses qui restent stables dans notre vie, mais c'est juste facilitant parce que tout ne change pas. Maintenant, plus on est en forme physiquement, je vous ai dit tantôt, plus on est capable de résister au stress. Ça aide. Le sommeil, c'est un peu la même chose. Je vous dirais bien qu'il y a quelques années de ça, à Oxford, en Angleterre, il y a une étude qui disait qu'en moyenne, les gens pourraient pas être malades, en fait, basé sur à peu près 2000 personnes. On parlait de 1000 hommes, 1000 femmes. C'est à peu près 7h30. 7 minutes, 7h40 minutes. Là, il y avait une petite variante homme-femme qui n'était pas énorme.
Mais dans le fond, ça prend un certain nombre d'heures de sommeil par nuit pour ne pas être malade. Ultimement, ce que ça dit, c'est qu'on a besoin de notre sommeil pour récupérer. Le sommeil, c'est précieux. Donc, dans le fond, faites attention à votre sommeil. Puis c'est la même chose pour l'alimentation. Si votre corps est en santé, par défaut, ce que ça fait, c'est que vous êtes plus apte à résister au stress. Donc, c'est une stratégie pour prendre soin de soi qui, dans le fond, est très, très éprouvée. Maintenant, vous-même, de temps en temps, arrêtez. Prenez des pauses. Gardez de l'ordre un peu dans votre environnement. Laissez pas le chaos vous envahir. De sorte à ce que finalement, vous êtes capable de justement vous trouver des repères. Décortiquer les affaires un peu. Il n'y a rien d'insurmontable. Je connais des gens qui montent des montagnes. Je l'ai fait moi aussi de temps en temps. La dernière fois que je l'ai fait, on ne s'en va pas monter une montagne en se disant je vais monter la montagne en regardant en haut tout le temps. Des fois, on regarde juste les prochains pas. C'est plus facile, en fait. Après ça, bien évidemment, les heures supplémentaires, c'est correct, ça existe. On le sait. Si c'est nécessaire, si vous en avez besoin, je comprends. Mais c'est pas. On sait que dépasser un certain nombre d'heures de travail par semaine, c'est pas toujours simple pour la personne. Les petites, les grandes victoires, vous êtes bon, assurez-vous de vous, prenez soin de vous autres, en fait. Puis c'est un peu ça l'idée, là, quand on regarde des stratégies d'auto-soin. Prenez-vous en considération. Que ce soit après ça par des habitudes, coupez un peu la vie personnelle du travail, demandez du soutien aux gens autour. Prenez soin de vous. Les gens ont besoin que vous soyez en forme. OK? Maintenant, si vous ressentez du stress, de l'insécurité, de l'estime, vous vous sentez impuissant, un peu trop pessimiste à votre goût, accordez-vous du temps. Là. Prenez soin de vous, ça vaut la peine. J'aurais le goût de vous dire que vous êtes la personne la plus importante. Je ne veux pas en faire quelque chose de négatif ou de majeur, mais je suis obligé de vous faire un constat. Puis, je ne veux pas que vous y pensiez trop parce que ce n'est pas une belle pensée, mais je suis obligé de vous dire que vous êtes la seule personne avec qui vous êtes certain de passer le restant de vos jours. Puis ça donne qu'en plus, le temps, on ne sait pas de combien. Je sors de là, je ne veux pas être négatif. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous ne prenez pas soin de vous, je ne sais pas qui va le faire. Mais prenez soin de vous autres, ça vaut la peine. OK? Maintenant, dans n'importe quel contexte où vous auriez besoin de soutien, votre PAE est là. Puis ça, c'est important, en fait, là, que ce soit dans le fond, là, un contexte là, qui est en lien justement avec une circonstance actuelle, un trop-plein, du temps qui a passé, des changements spécifiques, des événements, toute la liste qui est là, que ce soit des soucis financiers, juridiques, des deuils, besoin de soutien, de coaching, du développement professionnel. Vous avez besoin de vous replacer un peu, d'enlever des décalages à des places, téléphoner au PAE. Le numéro, il est affiché, on va le remontrer. Je pense que c'est accessible, là. C'est voulu pour ça. Le PAE est là pour vous aider, en fait, tout simplement. Et là, dans le fond, au moment où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin, prenez la ligne, prenez le téléphone. Il y a différentes façons. Là. Puis on est capable de justement couvrir en fait les différences que les gens vont nous amener. En tant que PAE, l'objectif, c'est de soutenir les gens dans leur contexte pour les aider à se replacer, pour qu'ils soient capables de vivre du bonheur, être capables de s'épanouir, dans le fond, au travail, d'être fonctionnels. Donc, à partir de ce moment-là, bien, tous les éléments qui sont là deviennent logiques, en fait. Là. On va parler de services multiculturels, multilingues, offerts même aux conjoints-conjointes, parce qu'ils font partie, ces gens-là font partie de vos soucis. Donc, c'est logique, en fait, qu'ils soient couverts. C'est possible. Là, vous avez un peu les numéros. Je laisse la diapo afficher quelques secondes, mais prenez le temps de les noter au besoin si vous en avez besoin vraiment. Appelez. Vous pourriez en ligne aussi directement aller sur le site web. C'est possible à un moment donné de faire la démarche. Gênez-vous pas pour vous prévaloir du service, en fait, là, très simplement. Il y a aussi un espace que le gouvernement du Canada a mis en place, en fait, là, qui est l'espace mieux-être. Puis Omwood est un partenaire, en fait, de cet espace-là, parce qu'Omwood a été comme partenaire, en fait, mis de l'avant avec le gouvernement du Canada pour être capable de soutenir la population canadienne. C'est une autre fenêtre pour venir, dans le fond, soutenir les Canadiens de façon générale. Ce qui fait que même si on ne parle pas du PAE et que vous avez besoin de soutien, vous pourriez passer, dans le fond, par la plateforme Espace Mieux-être au Canada. On parle de santé mentale, on parle de consommation de substances. C'est une modalité qui a été mise dans le contexte qui va être, je pense en tout cas, va servir dans la mesure où on l'utilise. Je vous invite à le faire. N'hésitez pas, en fait, c'est là pour ça.
La finalité de tout ça, prenez soin de vous, prenez du recul, réfléchissez un peu à vos pensées. Si vos pensées sont trop décalées, il y a peut-être de l'émotion qui vient mélanger ça. Peut-être que l'émotion est décalée aussi avec de l'adrénaline. Prenez du recul, vivez au quotidien, regardez autour. Je pense que dans tout ça, l'objectif, c'est de réussir à faire en sorte que vous soyez bien, de vous repositionner. Vous avez besoin de soutien pour le faire. Appelez au PAE, allez chercher le soutien que vous avez besoin. L'objectif, c'est que tout ça se passe le mieux possible, puis que vous soyez capable, en fait, puis ensemble, en fait, comme partenaire, au besoin, si on a besoin de vous soutenir, que vous soyez capable, dans le fond, de passer au travers de la période, ce qui est en train de se passer, pour s'assurer que tout le monde, en fait, en sorte le mieux possible, tout simplement. Au travers, vous avez aussi découvert que j'ai des enfants. Je vous ai dit tantôt, j'ai 2 filles. J'ose espérer qu'ils n'ont pas été trop turbulents. Ceci étant dit, si jamais vous les avez entendus, je vous invite à vivre le fait que, puis là, je vais me servir de la fenêtre très simplement. Je remercie la vie d'avoir des enfants en santé. Je vous ai dit d'utiliser de la gratitude, de faire ça. Si jamais vous les avez entendus, dites-vous qu'ils sont en santé. J'ai vu beaucoup de bonheur avec ça, une fois que ça s'est dit. Est-ce qu'il y a autre chose, en fait, que vous auriez voulu qu'on explore, qu'on gratte? Y a-t-il un ou deux éléments qui n'étaient pas clairs? Donc, les commentaires que j'ai sont assez positifs. Je vous remercie beaucoup, en fait, d'avoir été présent. Je vous remercie d'avoir été là pour écouter. Je sais que des fois, 1 heure, ça peut être long. J'espère que vous en avez profité. J'espère que je vous ai donné des conseils qui vous ont permis de mettre en lumière des affaires. Si jamais il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Contactez au Mood pour plus de détails. De toute façon, l'information, vous êtes capable de la retrouver. Puis vous avez, en fait, les différentes informations qui nous ont servi à bâtir la présentation. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Je vous laisse en vous disant, prenez soin de vous.